Roxane, un très 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 grand merci pour nous rejoindre sur ce 17e épisode de Dans la tête d'une pro en Silicon Valley, où tu es partenaire à McKinsey et ensuite EVP et GM à Symantec et ensuite COO à Webhelp. Donc un parcours pour une femme exécutive qui n'est pas la norme. Et donc j'aimerais que tu te présentes en quelques mots si tu le veux bien. J'ai grandi en fait à cheval entre trois pays, la France, la Colombie et les États-Unis. Après avoir fait mes études, j'avais vraiment envie de démarrer dans le conseil parce que j'appréciais l'idée de comprendre la pensée des grands dirigeants. Et mon fiancé à l'époque et mon mari maintenant a été lui transféré en Silicon Valley. En fait, c'est comme ça que nous sommes arrivés. Et moi, j'avais l'avantage d'être chez McKinsey, donc j'ai pu faire ça très facilement. Et puis ensuite, le reste, c'est un peu suivre le fleuve et le courant du fleuve, ce qui s'est produit. Donc, comme tu l'as dit. Super, super. Et être une femme leader et qui plus d'elle, une femme exécutive aux US et en France. Quelle était cette expérience-là? Mais écoute, je pense que c'est vraiment l'histoire d'un long itinéraire ou peut-être une longue balade à vélo. Au début, la montée, elle est facile et puis après, ça se corse. Et d'abord, franchement, la carrière au début, c'était vraiment qu'une histoire de mérite, de disponibilité. Et en fait, c'était pas bien difficile. Il y a eu des moments où les choses se sont corsées. D'abord, il y a eu l'avènement des enfants. Et là, en dehors de la fatigue physique, il y a aussi tout d'un coup autour de toi les doutes sur ta disponibilité ou ton engagement. Et qui, je pense, est une forme de doute qui est très spécifique justement aux États-Unis en fonction de l'absence de système de garde, tout simplement. Et ensuite, mon passage dans une entreprise, à partir du conseil, mais dans une entreprise de high-tech, là, il s'agit plus d'absence et de solitude. En tout cas, dans cette situation particulière, quand je suis arrivée, sur les top 25 personnes, on était 2 femmes dans un premier temps, après une troisième, donc on n'était vraiment pas très nombreuses. Et c'est là où c'était plus difficile d'être écoutée et entendue. Donc, il fallait un peu s'accrocher. Et puis, dans tout ce contexte-là, tu poses la question d'un board. En fait, pour moi, le board, ça a été presque plus facile que ça. D'abord parce que quand j'ai eu cette opportunité qui s'est présentée à moi, je pense que c'était un peu prématuré et c'était une question de chance. Et en plus, il s'agit d'une entreprise dont le board a déjà une certaine diversité de genre. En revanche, sur le thème de la diversité au sens large, il y a encore du travail à faire, ça c'est ça. Oui. Comme les événements récents nous le rappellent tous les Exactement. jours. Et comment, si tu regardes un peu ce parcours, tu nous disais qu'au début c'était facile, c'était juste du mérite et de la disponibilité. Qu'est-ce que tu penses t'a aidé à briser le plafond de verre? Quels ont été les éléments? Est-ce qu'il y a eu du soutien de personnes que tu as réussi à influencer? Je ne sais pas. Quels ont été ces éléments-là pour toi? Alors, oui, c'est certain, il y a forcément eu du soutien par moment qui a eu lieu. En même temps, je pense que je suis peut-être quelqu'un d'un petit peu difficile à soutenir, peut-être parce que j'ai la timidité quand je le demande. Donc, pour moi, je pense qu'il y avait une part de persistance. J'ai vraiment jamais accepté d'être classée dans une catégorie où ce n'était pas possible. Ça m'est juste jamais venu à l'idée. Et puis aussi une question de naïveté. Il y a des moments où je sais que j'ai réussi, et par exemple notamment chez Symantec, quand on était dans une entreprise qui était en plein turnaround, où beaucoup de gens partaient tout le temps. En fait, le fait d'avoir été présente et de ne pas avoir arrêté de pousser pour améliorer la performance de l'entreprise m'a donné des opportunités qui, franchement, sont peut-être arrivées plus vite qu'elles ne seraient arrivées autrement. Mais les circonstances et ma naïveté et ma persistance combinées ont fait que ces opportunités se sont présentées. Par contre, tu parlais après de discussion de solitude. Alors, c'est certain, je pense que tous les leaders la ressentent, même dans un univers qui n'est pas super compliqué ou pas politique. À partir du moment où tu as une entreprise qui fait de la séparation des tâches pour être plus efficace et plus rapide, tu as forcément un moment où tu te sens un peu seul dans ce que tu dois faire. Donc la question après, ça peut être d'autant plus seul et la solitude peut être accentuée si tu es dans un univers politique ou si les gens ont peur à cause d'un turnaround ou d'une situation un peu compliquée et ont peur des répercussions sur l'entreprise. Mais je pense que tout le monde le ressent. Donc après, la question, c'est comment tu crées autour de toi un réseau
et une équipe qui te permet de ne pas être seul. Et ça a vraiment toujours été ma tactique. Alors, mes pairs, ça c'est l'idéal. Ça peut marcher, mais parfois ils sont aussi très occupés. Donc, il faut savoir faire appel à eux quand tu peux. Après, un réseau externe, ça c'est plutôt un réseau de pairs ES, amis ES, pour pouvoir parler, mais avec un certain niveau de confidence quand tu as besoin de lâcher de la pression. Et puis, en fait, pour moi, et surtout, c'était aussi avec mes équipes. C'est-à-dire que quand on a pris des décisions qui étaient des décisions compliquées ou c'était des paris sur l'avenir du business, en général, c'était vraiment en conjonction avec l'équipe. Je sais aussi que tu es engagée pour développer et défendre les droits des femmes. Qu'est-ce qui t'a poussée à cet engagement-là? Je crois qu'il y a deux aspects. Le premier, ça a été un choc personnel sur certaines des expériences que j'ai pu avoir et je peux élaborer un peu. Et puis après, à terme, j'ai eu l'opportunité d'avoir une éducation sur la vraie condition des femmes. Dans ce contexte-là, nos petits problèmes corporate, finalement, c'est pas grand-chose quand tu vois ce qui se passe vraiment dans le monde et pour toutes les autres femmes autres que celles comme nous qui ont le privilège d'être dans les situations dans lesquelles on est. Mais au départ, mon engagement, c'était bien... D'abord, il y a eu mon choc de me rendre compte que le fait de devenir mère me privait d'opportunités parce que les gens pensaient que je n'allais soit plus vouloir, soit plus pouvoir travailler. Ensuite, il y a eu les scénarios un peu à la limite. Quand j'avais lu le livre de Sheryl Sandberg, je pensais que c'était un peu exagéré. Et en fait, j'ai été confrontée à des scénarios où on m'ignorait complètement, d'une façon complètement incroyable. Et donc, mon engagement au départ, c'était ça. C'était de dire qu'on devait pouvoir atteindre une forme d'égalité dans le milieu du travail. Et puis, et en fait, après, le Global Fund for Women m'a vraiment appris que ces problèmes-là, c'est du succès d'années de problèmes d'égalité et qu'il y a des situations beaucoup plus dangereuses et beaucoup plus graves que les femmes comprennent. Oui, il y a une statistique qui m'a beaucoup marquée quand je l'ai appris, c'est qu'il y a une femme sur trois qui sera battue ou violée dans sa vie, dans le monde. C'est une femme sur trois, c'est pas une femme sur 1000. Oui. Donc, effectivement, il y a... Mais il y a aussi l'accès à l'éducation, l'accès aux soins médicaux. Dans la plupart des pays du monde, si une famille a des ressources limitées, elle va les investir dans le garçon et pas dans la fille. Et puis après, il y a qui fait le travail, tout le travail à la maison et souvent le travail pour maintenir une famille quand les choses sont dures, quel que soit le comportement bon ou moins bon l'accès à la santé aussi. Est-ce que tu as des idées de comment on change des structures de pouvoir, comment on peut amener plus de diversité, d'inclusion, de vraie inclusion et d'opportunités des chances en entreprise? Et quelles sont les clés du changement, selon toi? Alors, bon, forcément, si c'était facile, ça serait fait. mais je pense qu'en fait, un des gros problèmes que j'ai identifié, c'est ce décalage entre l'analyse, si tu veux, l'analyse économique qui te dit qu'il est bon pour une entreprise ou il est bon pour, oui, on va parler d'une entreprise, pour une société, d'avoir une diversité à la fois de genre et de race et d'origine culturelle, etc. Et il y a pas mal d'analyses qui suggèrent que c'est bien. D'accord. Après, donc déjà, le premier travail à faire, c'est de faire en sorte que les gens en soient convaincus. Et j'ai été dans pas mal de forums où ces analyses sont débattues. Mais admettons déjà que tu puisses te dire, oui, c'est vrai, à long terme, ce serait vraiment parfait si on arrivait à avoir un univers parfaitement divers. Meilleure qualité de réflexion, meilleure prise de décision, ce que tu veux. Bon, après, derrière, le décalage que tu as, c'est, OK, ça c'est dans l'avenir, mais comment est-ce que je fais pour faire un changement aujourd'hui, alors que ce changement va être perçu comme un jeu à somme nulle par les acteurs présents, qui vont se dire, moi, j'ai pas envie de renoncer à ma place. Et donc, pour faire franchir ce premier pas, c'est vraiment une question de valeur culturelle. Et après, donc, il faut créer une culture qui le rende possible. Et derrière, il faut du leadership pour que les leaders des entreprises puissent prendre ce premier pas. Donc, établir ces valeurs et ensuite établir un système de responsabilisation qui fait que ces valeurs sont vraiment actées et que le comportement correspond aux valeurs que l'on prononce. Et en fait, jusqu'à présent, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont contentées d'avoir une charte qui dit oui, nous sommes pour la diversité, etc., mais qui n'ont pas pris ces premiers pas de
vraiment de dire on va faire une sélection, si tu veux, qui va être en dehors des normes parce qu'on pense que c'est la bonne chose pour le futur, mais qu'aujourd'hui, ça nous oblige à prendre quelques pas qui sont peut-être moins faciles ou moins immédiatement naturels. Ça, c'est pour moi dans le contexte des entreprises. Après, il y a un tout autre sujet qui est le sujet de l'accès aux opportunités. Et il y a aussi une question d'éducation, accès à l'éducation. Si tu regardes rien que San Francisco, les gens qui sont dans des situations socio-économiques confortables ont tendance à mettre leurs enfants dans des écoles privées. Et ce n'est pas le cas des enfants noirs. Et les écoles publiques sont parmi les plus mauvaises des États-Unis, celle de San Francisco. Donc, quelque part, il y a aussi comment est-ce que tu crées un accès à l'éducation de façon à ce que ça puisse donner lieu à une opportunité et un pipeline. Il y a des candidats très qualifiés aujourd'hui, mais si tu en veux une représentation honorable, il va falloir faire des efforts de ce point de vue-là aussi. Souvent, on commence à amener les valeurs, la culture, que la diversité, c'est bien, mais il n'y a pas vraiment d'objectif. Comparé à des objectifs de vente, de marketing, il n'y a pas vraiment des objectifs de diversité et d'inclusion que les leaders doivent atteindre. Ça commence à peut-être à bien dans certaines organisations, mais c'est encore très peu le cas. Et comme tu le mentionnais, comme la plupart des acteurs pensent qu'ils sont dans un jeu zero-sum game, ils n'ont pas trop envie de perdre leur position de pouvoir et de partager avec d'autres. Donc, s'il n'y a pas des incentives comme des objectifs où ils vont peut-être pouvoir avoir des meilleurs bonus ou je ne sais quoi et qu'on reste sur la culture, personnellement, je me questionne sur le fait que ça puisse être très efficace, en tout cas rapidement. Quelle est ta... Alors ça, je suis complètement d'accord avec toi. Et quand je parle de leadership, pour moi, ça fait partie de ça. C'est-à-dire qu'il faut établir des responsabilités et après, il faut agir en conséquence. C'est-à-dire que si quelqu'un est responsable et n'a plus de quelque chose d'atteindre certains objectifs et ne les a pas atteints, quelles en sont les conséquences? Mais aussi, comment est-ce qu'on crée des moyens pour que ces objectifs puissent être atteints? Je sais que plus tard, on parlera de Symantec, mais quand je dirigeais un business à Symantec, on avait créé une scorecard et dans cette scorecard, une de nos métriques était une métrique de RH. Mais c'était très difficile. D'un point de vue global, c'est difficile d'avoir des métriques de diversité parce qu'il y a beaucoup d'endroits où ce sont des données que tu n'as pas le droit de collecter. Mais même si tu te contentes des États-Unis et que tu dis sur les États-Unis, ce sont des données que tu traques, ça mettait les gens extrêmement mal à l'aise parce que la réaction d'un leader, c'est souvent de se dire oui, mais attends, moi j'ai des objectifs de vente et des objectifs de marge et si ça me prend 6 mois de recruter au lieu de 2 mois, je crée un trou, c'est trop compliqué pour moi. Et c'est pour ça que je te dis que c'est là où il faut avoir du leadership et une valeur personnelle où quelqu'un va dire oui, mais c'est comme ça qu'on va définir les objectifs. Parce que sinon, tu peux toujours te trouver une excuse sur le résultat court terme qui va dire ah oui, d'accord, je suis tout à fait d'accord, la diversité, super, mais là, j'ai mon trimestre à boucler et pour mon trimestre, je ne peux pas me permettre de m'occuper de ces choses-là maintenant. Je l'ai souvent entendu de la part de leaders, ça. Je comprends d'où ça vient, c'est un sentiment qui se comprend parce que tu es dans un objectif, on va dire, plutôt trimestriel que long terme. Donc maintenant, on va peut-être switcher à un autre sujet. McKinsey, quelle était ton expérience en France par rapport aux US? Mon impression forte, c'est que McKinsey est une société qui a une firme, qui a une telle culture d'entreprise et la culture d'entreprise est tellement forte que quelque part, ça gomme beaucoup des différences culturelles régionales. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des différences de mode de travail, des différences de mode de comportement, mais pour moi, quand j'ai commencé chez McKinsey à Paris, je suis arrivée ici, c'était vraiment la transplantation a été très facile et les difficultés, après, c'était peut-être, il y avait des petites difficultés culturelles, mais qui, en fait, finalement, se sont gommées assez vite. Donc, je peux te donner quelques exemples. Si tu regardes les Français, le travail avait tendance à être davantage analytique, il y avait davantage d'attention sur le détail de l'écrit et de la perfection du document final, il y avait plus de formalisme. Les gens étaient, alors là, il n'y a rien à dire, beaucoup mieux habillés. Il y avait plus de cérémonies dans les relations avec les clients d'une manière générale. Et les gens avaient tendance à travailler beaucoup plus tard en semaine, mais vraiment beaucoup plus. Mais en revanche, le week-end était davantage protégé et surtout, plus que tout, les vacances existaient.
Aux États-Unis, il y avait peut-être moins d'analytique, mais davantage de vision et de conceptuel, de convaincre le client de poursuivre un objectif, mais avec moins d'analyse pour étayer la thèse, plus une question de convaincre l'interlocuteur, donc un appel à une autre partie du mode de décision. C'était sans doute et en général plus relax et plus informel avec les clients, parfois trop à mon sens, mais d'une manière générale quand même moins coincé si on veut. On avait tendance à travailler moins tard d'une manière générale en semaine, mais presque tous les week-ends et certainement pendant toutes les vacances. Les gens ne débranchaient pas vraiment. Et il y avait peut-être plus de diversité d'origine culturelle. D'accord. C'est-à-dire que tu avais, en fait, parce que tu as la langue, tout le monde ne parle pas, c'est pas compliqué, c'est une question de marché. En France, tu as plutôt tendance à devoir parler français, donc ça restreint nécessairement les origines des gens qui vont travailler là-bas, alors qu'ici, tu as beaucoup de gens qui vont en business school et qui décident qu'ils veulent faire ça et qui peuvent avoir des origines différentes. Et à travers les années, j'ai travaillé avec des Argentins, des Italiens, des Espagnols, des Français, des Israéliens, des gens vraiment des Allemands, des gens de plein d'origines variées. Donc, il y avait plus de diversité de ce point de vue-là. Puis la dernière grosse différence, c'est que les US, c'est un énorme pays. Et les océans, quand tu pars de la côte ouest, aller quelque part dans un autre pays, c'est beaucoup plus loin. Donc, en fait, les voyages avaient tendance à être beaucoup plus longs et plus éreintants. Mais en termes de fonctionnement de l'équipe, le cœur de l'équipe, vraiment la rythmique du travail, c'était étonnamment homogène. Donc maintenant, si on switch to Symantec, tu es EVP et GM et tu lances une nouvelle BU. Et en fait, l'idée, c'est vraiment présentée à moi comme une évidence. Donc, il s'agissait de créer un business d'analyse de risque dans l'objectif de cyberassurance. Et pour moi, ça me semblait évident que la cybersécurité, ce n'est qu'une forme de se prémunir contre le risque d'une attaque ou d'un événement adverse cyber. Donc, vraiment, je voyais une analogie très forte. Mais en fait, j'étais vraiment bien la seule parce que quand tu présentes cette idée à des instances dirigeantes et que dans un univers high-tech qui est très peu régulé, l'idée de trouver qu'il y a une opportunité business qui rapproche de l'univers de l'assurance, qui est un univers extrêmement régulé, ça peut sembler comme une idée parfaitement idiote. Donc les challenges, le premier challenge, ça a été vraiment la nature de l'idée, parce que ça tombait vraiment comme un cheveu sur la soupe dans un premier temps. Après, il y avait une question de crédibilité. Cette idée, je l'ai eue dès que je suis arrivée chez Symantec. J'en ai parlé peut-être la première semaine, j'ai commencé à explorer. Et forcément, j'arrivais du conseil, j'avais été consultante pendant 17 ans. Les gens devaient se demander, mais vraiment, celle-là qui n'a aucune expérience opérationnelle, elle est folle. Ensuite, après, il y a la question du budget. Donc, une fois il y a le temps à passer, j'ai réussi à convaincre les gens petit à petit que c'était peut-être une bonne idée, qu'il y avait quelque chose là. La question derrière, c'est comment est-ce que tu fais dans une grosse entreprise qui a cet objectif trimestriel de marge pour maintenir un investissement sur une certaine durée, une innovation dont les résultats n'arriveront que dans quelques années. Et donc ça, c'était un vrai challenge. Et finalement, ce qui a aidé, c'est que la question, la première fois que j'ai présenté l'idée, je me suis fait renvoyer dans mes pénates, mais la deuxième fois, la question est venue d'un membre du board qui a dit, ça a l'air d'être un marché intéressant, ce que vous faites pour la cyberassurance. Et là, j'étais prête, parce qu'en fait, j'avais continué à travailler ma petite idée dans mon coin, et donc j'ai tout de suite levé la main pour dire que je m'en occupais. Sur le business que je gérais, parce que j'avais un business à ce moment-là que je gérais de bout en bout, j'ai réussi à faire un petit peu d'économie pour faire une petite étude de marché, vraiment pour valider est-ce que c'est une idée complètement folle et une élucubration idiote, ou est-ce qu'il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose. Donc ça, je l'ai financé en rognant sur mon budget marketing, on va dire. Et puis derrière, en fait, j'ai finalement convaincu le CFO. Et à partir du moment-là, pendant que ce CFO a été là, cette initiative a été protégée, parce qu'il était parfaitement convaincu que c'était une excellente idée. Finalement, ce n'était pas une si mauvaise idée. Cette entreprise, maintenant, elle existe et elle a eu son deuxième tour de financement. Et tu peux nous parler un peu de ton expérience de GM? C'est quoi d'être GM? GM chez Symantec, à ce moment-là, c'était vraiment un rôle assez unique parce que c'était vraiment un rôle de bout en bout de PNL. Donc, sous ma responsabilité, j'avais un business qui faisait à peu près 400 millions de chiffre d'affaires et j'avais vraiment
de l'engineering qui faisait le produit à la vente et au support. C'était une équipe vraiment complète qui était dans cette business unit. Donc ça, c'était super amusant parce que ça te permettait de voir toutes les fonctions et d'avoir une conversation avec un client qui te demandait quelque chose et de te retourner derrière avec ton équipe produit pour voir si c'était une chose, ça pouvait être un business ou si c'était une demande unique d'un client, et ensuite de voir avec les ingénieurs si tu pouvais le créer. Donc ça, c'était vraiment super fun. Ensuite, pour les indicateurs de KPIs, comme tu dis, du coup, c'était un peu des KPIs normaux d'un business de tech. Donc, tu as la notion de revenus et marges, qu'ils soient récurrents ou annuels. Pour moi, c'était important d'avoir un taux de mise en service. C'est-à-dire qu'on avait un business on avait transitionné à un business par abonnement, et je voulais être sûre que ce qu'on mettait à disposition de nos clients quand ils prenaient cet abonnement, c'était quelque chose qu'ils mettaient en œuvre, parce que je ne voulais pas qu'ils résilient l'abonnement un an plus tard. Ça, c'est très important pour moi. Il y avait des KPIs de pricing et de part de marché et de satisfaction client, évidemment. Et puis la dernière grosse catégorie, c'était aussi des KPIs RH. Et donc, dans ce domaine-là, j'avais des durées de recrutement, mais aussi diversité du recrutement, et aussi des statistiques sur les promotions. Et tu parlais de diversité tout à l'heure. Une des choses que j'avais mises en place, c'est qu'au moment où il y avait la saison des promotions annuelles ou semi-annuelles, et on essayait de faire ça par saison, je demandais, avant que tout soit approuvé, un petit exercice analytique pour qu'on regarde à travers quelques grosses variables et dans les différents départements s'il y avait l'air d'y avoir des biais. Et par exemple, dans le département marketing, qui était à 75% féminin, c'était très difficile pour un homme d'être promu. À l'inverse, dans le département engineering, qui était à 85% masculin, si tu faisais la même analyse, tu te rendais compte que tu pouvais avoir des statistiques de qui était évalué avec une note de 2, 3 ou 4, la métrique dont on servait à ce moment-là. Tu te rendais compte qu'il y avait des petites anomalies, et ça te permettait de poser la question. Ça ne veut pas dire que c'était à tort, mais ça permettait, une base analytique te permettait de commencer la conversation et de demander, est-ce que c'est normal? Et en fait, tu ne peux pas faire ça dans une équipe trop petite, parce que ce sera forcément normal, tu parles d'exception, mais quand tu as 1000 personnes, et des départements qui font entre 200 et 300 personnes par département, là, tu peux commencer à avoir une base analytique qui permet d'avoir une conversation. Et justement, quelle était la réception de tes questions? Eh bien, dans le business, parce que c'était mon équipe, il n'y avait pas de problème. En revanche, ça a été plus difficile d'essayer d'étendre ça à l'ensemble de l'entreprise. Et précisément parce qu'à ce moment-là, on était en plein turnaround, on avait eu un investissement de private equity, des objectifs de réduction de coûts. Et donc, l'idée de se poser ce genre de questions, c'était perçu comme une très, très bonne idée, mais pour plus tard. Oui. Ce qui est assez souvent le cas. Oui, et franchement, je comprends. Mais on comprend aussi, parce qu'on a des objectifs court terme. Mais du coup, tu en reviens à dire, à un moment, il faut que c'est vraiment une question d'un leader qui prend la décision que tu ne vas pas décaler ça. Parce que sinon, c'est jamais le bon moment. Comment est-ce que tu gérais en fait la relation avec d'autres business units? Donc, Symantec était organisé par business. Il y avait 3 business indépendants et il y avait quelques services partagés. Il y avait une combinaison de processus formels et informels. Donc, que ce soit des revues mensuelles ou trimestrielles, où tu décris où tu en es par rapport à tes objectifs, et l'ensemble des KPI dont on a parlé avant, que ce soit les revenus, la marge, la satisfaction client, employé, pricing, part de marché. Donc ça, c'était quelque chose qu'on avait mis en place, et c'était un processus, on va dire, assez formel. Après, tu avais des discussions de leadership, on se réunissait de façon hebdomadaire, et donc ça, c'était l'opportunité de parler de sujets qui étaient peut-être pertinents à ce moment-là. C'est là où tu aurais pu dire, voilà, on pense que ce serait intéressant de regarder telle acquisition, ou il y a telle autre idée, ou alors de parler de situation de crise, j'ai besoin d'aide avec tel client qui n'a pas l'air content, ou quelque chose comme ça. Et puis après, pour aller plus loin, si tu avais vraiment besoin de l'aide d'un business en particulier, ou tu avais un point d'intersection spécifique, tout ça, tu le faisais avec des one-on-one. Ça, si tu prends ton téléphone, ou tu vas voir ton collègue et tu vas lui dire, voilà, j'ai entendu dire qu'avec tel client que nous avons en commun sur les 2 business units, il y a un sujet à traiter, travaillons ensemble. Donc ça, c'était en place. Après, tu m'as posé cette question dans le contexte du nouveau business.
Et ça, si tu veux, le nouveau business n'évolue pas au même rythme. Donc, il y avait une description dans ce processus un peu formel, trimestriel, de parler du progrès et où on en était. Mais par contre, je faisais beaucoup plus des updates, si tu veux, avec le CFO, puisque c'était lui le gros sponsor et qu'il y avait, au début d'une année fiscale, avait créé le budget pour que cet investissement puisse avoir lieu. Donc, il savait très bien où on en était et je le tenais au courant. Mais par contre, c'était tellement petit, si tu veux, à l'échelle de Symantec, que ça n'avait pas lieu de prendre énormément de temps de réunion autrement. Et par contre, j'avais vraiment besoin d'aide d'autres départements, parce que la beauté d'avoir créé cette business unit en interne, c'est qu'on avait un gros département de recherche avec des gens qui étaient super smart et c'était vraiment de la recherche pure. Je ne parle pas du typique R&D souvent dans les boîtes de tech. Et donc, c'est un sujet qui les intéressait vraiment. Il y avait 2 personnes qui travaillaient sur un brevet ou sur certaines méthodes. Donc, en fait, on s'est associés et on a présenté ce brevet ensemble. Et donc là, ces départements-là n'étaient pas du tout sous mes ordres. Et effectivement, là, il s'agissait de collaboration. Je vois avec mes collègues pour leur signaler que j'allais demander de l'aide auprès de leurs équipes et les associer à cette collaboration. D'accord. Et il y a eu de la jalousie ou Ben oui. Mais oui, mais c'est normal. Tu récupères tout d'un coup, on te fait un chèque en blanc. C'était pas un énorme chèque, mais c'était quand même un chèque en blanc. Et puis tout d'un coup, il y a des CFO commencent à trouver que c'est une idée sexy. Alors forcément, il y en a d'autres qui aimeraient bien que ce soit leur idée. Et comment tu as pu gérer ça? Écoute, j'ai recruté quelqu'un, donc j'avais recruté quelqu'un qui dirigeait ça à temps plein, et c'est lui qui maintenant dirige cette entreprise. C'était quelqu'un que je connaissais, mais surtout, la façon de gérer ça, c'est que je l'ai aussi énormément protégé. C'est-à-dire que lui, j'ai mis dans des bureaux différents, et mon travail, c'était vraiment de voir venir les moments d'hésitation ou d'anxiété de l'entreprise, que ce soit de la jalousie ou de l'incrédulité, et de le protéger de façon à ce que l'équipe puisse avancer. Je pense que je passais à peu près, on va dire, je passais 15% de mon temps sur cet effort. La moitié de mon temps, c'était du temps de protection et l'autre moitié, c'était du thought leadership. Franchement, il y avait des craintes qui étaient parfaitement légitimes, si tu veux, parce que si tu décrivais le business un peu trop vite, tu disais, ouais, on va créer quelque chose pour scorer le risque et de façon à ce que les assurances puissent vendre du risque. L'exécutif qui vend des produits de sécurité aux entreprises, lui, sa crainte, c'était que, mais attends, ça veut dire que tu vas avoir des informations sur mes clients que tu vas vendre aux assureurs. Et ce n'est pas du tout le cas, évidemment. On n'allait pas aller à l'encontre de lois existantes sur l'appartenance des données, mais il fallait quand même les rassurer, il fallait quand même prendre le temps de signaler que ce n'était pas ça. Et au passage, mettre un bouclier protecteur autour de l'équipe qui travaillait là-dessus, le temps que tu puisses expliquer que non, tu n'étais pas en train d'essayer de détruire le business des autres ou les empêcher, même de façon accidentelle, d'atteindre leurs propres objectifs. Bon, très belle histoire à Symantec. Et peut-être on peut transitionner sur WebHelp. Pourquoi ce changement? Le changement, c'était vraiment une combinaison d'un pari, d'une grande aventure, l'opportunité de travailler avec 2 fondateurs qui ont un itinéraire vraiment incroyable et notamment incroyable dans un contexte français. Et donc vraiment, j'ai été très séduite par à la fois le pari, un objectif fou d'une société qui aujourd'hui doit être on va dire dans les top 10 mondiaux de leur secteur d'activité et dont le but est d'être un des top 3. Et pour ça, il faut vraiment globaliser et transformer. Il y avait 3 challenges. Le premier challenge, c'est un challenge business plutôt classique. C'est que pour atteindre cette opportunité qui est une opportunité réelle pour WebHelp, il va falloir que cette entreprise se transforme. Et c'est très difficile de mettre en œuvre une transformation quand tu as une entreprise en bonne santé. C'est pas du tout parce qu'elle va mal. Au contraire, c'est plutôt une surperformeuse dans son secteur. Et néanmoins, si tu veux passer à un rythme davantage global, avec des technologies qui évoluent dans le secteur, parce que tu vas avoir plus d'automatisation, d'intelligence artificielle, etc., il faut vraiment transformer ton business pour pouvoir à la fois opérer de façon plus globale et aussi introduire
peut-être plus de technologie ou en tout cas plus de valeur ajoutée pour tes clients. Ça veut dire des contrats qui seront conçus différemment, des relations avec tes clients qui seront gagnées différemment, etc. C'est une vraie grosse transformation et c'est très difficile de mettre en œuvre une transformation quand tu es en bonne santé. Après, le challenge numéro 2, c'est que une grosse partie de l'équipe était une équipe qui était là depuis longtemps, qui était très partie prenante dans le business, etc. Donc, quand tu arrives et qu'en plus, tu as passé les 20 dernières années à travailler dans un univers où la culture est complètement différente, c'est assez difficile de rentrer dans ce genre d'équipe parce que non seulement tu dois te réadapter, toi, à des modes de fonctionnement différents, mais en plus, tu ne fais pas ça dans une équipe qui vient d'être créée de toutes pièces, tu fais ça dans une équipe qui a certains modes de fonctionnement, certaines habitudes, et tu dois t'adapter. Et puis finalement, en plus, il y avait un contexte d'investisseurs et de LBO qui faisait que quand je suis arrivée, on ne pouvait pas utiliser ça comme levier parce que le business plan du futur avait déjà été mis en place, une stratégie avait été déjà annoncée, donc tu ne pouvais pas vraiment créer une espèce de transition qui puisse expliquer quoi que ce soit. Donc c'était vraiment un gros challenge de ce point de vue-là. Et le dernier challenge que moi j'avais complètement sous-estimé du coup, c'est que 1 et 2, c'était déjà difficile et ça aurait pu être difficile dans n'importe quelle circonstance. Mais après, d'un point de vue perso, c'était vraiment la galère totale parce que je suis partie dans un premier temps seule en laissant ma famille aux États-Unis. Et j'ai fait l'objet d'un refus complet de la part de mes enfants de me considérer comme faisant partie de leur famille parce qu'ils savaient qu'à la clé, il y avait un déménagement vers l'Europe et que l'idée était absolument intenable pour eux. Et d'ailleurs, je leur ai jamais demandé leur opinion. C'est des enfants, tu peux pas demander à des enfants d'être d'accord avec une idée comme ça de toute façon. Mais j'avais sous-estimé l'impact que leur réaction aurait sur moi. Je n'étais pas surprise de leur réaction, mais par contre, j'ai été surprise par à quel point, d'un point de vue perso, c'était difficile. Donc, voilà, c'était ça les challenges. Et comment on se réadapte? Figure-toi que pendant très longtemps aux US, j'ai été perçue comme la française de service, qui avait tendance à être plutôt peut-être trop rigoureuse, trop sévère, pas assez positive. Et quand je suis arrivée en France, on m'a vraiment dit que j'étais l'américaine de service, qui voulait qu'on agisse avant de réfléchir, qu'il fallait être dans la vitesse et dans l'action, alors qu'il fallait vraiment prendre son temps et bien réfléchir et d'abord établir les relations avant d'agir. Donc finalement, j'ai fait le 360, il n'y a pas de problème. Et tu as réussi, tu penses, à amener un peu de culture américaine à tes équipes en France? C'est mix. Écoute, je ne suis pas restée très longtemps. Hein, donc déjà, de toute façon, une transformation culturelle, je pense qu'il faut plus de temps pour que tu crées quoi que ce soit. Mais si, je pense qu'il y a depuis lors, l'entreprise a pris certaines décisions, notamment sur sa gouvernance et sa création de comités, qui viennent de sujets que j'ai beaucoup poussés pendant que j'étais là. Donc, il y a eu certains changements. Après, je ne suis pas restée assez longtemps pour avoir eu un impact complètement profond et révolutionnaire. Si tu peux revenir un peu sur, pareil, une question qu'on entend souvent qui est difficile pour les femmes exécutives ou politiciennes ou dans des positions de pouvoir où il y a la gestion de famille en même temps que des postes d'exécutifs. Et là, en plus, tu étais entre deux pays. Qu'est-ce que tu penses était, au-delà de ce que tu nous as déjà mentionné, la réaction de tes enfants, quels étaient les challenges et comment tu as réussi à garder quand même une vie familiale et une vie professionnelle Je pense que pour moi, cette question, c'est presque une... Bon, dans la situation de WebHelp, c'était quand même un choix assez unique parce que je faisais du commute entre la côte ouest des États-Unis et l'Europe. Et même quand j'étais en Europe, j'ai passé peut-être, on va dire, 20-25% de mon temps en France. Et le reste, j'étais à droite, à gauche et tous azimuts. Donc ça, de toute façon, je pense que c'est comme si tu demandes à un professionnel des ventes dans une boîte globale, qui passe sa vie dans un avion ou dans les aéroports, c'était la même difficulté. Donc ça, c'était ça qui était taxant physiquement et personnellement. Après, pour revenir à ta question de comment tu fais pour être une femme exécutive à haute responsabilité, une femme à haute responsabilité et avoir une vie de famille, je pense que c'est une question qui est... D'abord, c'est une question de famille, de couple. Parce que ça dépend beaucoup du modèle que tu t'es établi comme étant le modèle acceptable. Alors, il se trouve que
nous fonctionnons en tant que couple. Mon mari voyage très très peu, donc il a toujours pu assurer l'intendance. Et que dans ce contexte-là, je n'ai pas les 75% de travail ménager que statistiquement beaucoup de femmes continuent d'avoir. D'ailleurs, si tu as lu les statistiques autour de la pandémie et du shelter in place et d'une manière générale, ça a été beaucoup plus difficile pour les femmes que pour les hommes parce que beaucoup d'entre elles se sont retrouvées de façon disproportionnée à devoir aussi s'occuper des petits. Ouais. Donc, ça n'a pas été mon cas. On a un équilibre qu'on a trouvé de longue date qui marche pour nous. Donc, c'est là où ça peut se faire. Mais ça dépend aussi de ton schéma initial. Ouais. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui, à entendre dire que ça ne me gêne pas de voyager la moitié du temps, se demanderaient quel genre de famille nous sommes. Et dans quelle mesure est-ce que ça peut être une famille équilibrée. Ça, une fois encore, c'est une question de système de valeurs et comment tu réussis à être présent. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile que jamais pour une femme, même avec un schéma culturel, on va dire traditionnel sur les rôles respectifs de la mère et du père, parce qu'avec la technologie, en fait, les enfants, ils arrivent quand même beaucoup à connecter avec toi. Après, c'est plus facile avec selon certains stéréotypes. Quand je voyageais beaucoup, je communiquais presque tous les jours avec ma fille. Je ne communiquais pas forcément tous les jours avec mes deux fils, qui étaient un peu plus difficiles à harceler. Mais voilà. Mais c'est ça, d'ailleurs, pour moi, ça a été un des upsides de la pandémie. C'est que sur les 3 derniers mois, j'ai pu faire tout le parenting que j'avais raté dans les dernières années. Grand merci pour cette Écoute, au plaisir. Et peut-être au plaisir de nager un de ces jours. Oui.